Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va présenter la deuxième partie du programme de Génération éclairée, qui, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, est donc un programme que je souhaiterais à terme collaboratif pour définir un avenir démocratique, écologique et équitable. Donc voilà, pour le moment c'est mes propres idées, mais petit à petit je vais récupérer vos idées. J'ai déjà eu des idées par rapport à la première partie qui concernait la démocratie en commentaire, donc j'ai des choses que je vais rajouter petit à petit. Et aujourd'hui, l'idée c'est de présenter la deuxième partie qui concerne le pluralisme des médias et l'éthique journalistique. Donc comme la dernière fois, je répondrai aux questions à la fin. Je vais essayer de suivre le chat cette fois par contre, donc n'hésitez pas à poser des questions, si vraiment il y a des choses sur lesquelles je peux répondre tout de suite, je le ferai. Et sinon, à la fin, il y aura un petit temps de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent. Donc, pourquoi faire un programme politique qui s'intéresse aux médias? Donc, tout d'abord, les médias ont un rôle prépondérant dans l'orientation de l'opinion publique. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et la mainmise de riches particuliers sur les organes de presse les plus importants pose un souci d'accès à une information de qualité pour la population. Ainsi, à l'heure où les fausses informations se multiplient, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias d'information, en raison d'une course à l'exclusivité, certaines règles de base du journalisme sont parfois oubliées. Par ailleurs, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui sont actuellement désignés par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, sont désignés actuellement par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce qui nuit à l'indépendance de ce conseil qui est normalement là pour justement vérifier que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir. Et surtout à la neutralité des médias dans leur ensemble. Donc le premier point concernera la démocratisation et le renforcement de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, qui se cantonne trop souvent à un rôle d'observateur passif. C'est vrai que malgré son rôle qui est censé être important, on le voit rarement agir et avoir du poids sur les médias. Il n'y a qu'à voir comme la privatisation de TF1 dans les années 80, qui était sous certaines contraintes d'information et de participation à l'éveil des citoyens, n'a pas été du tout tenue, et ça s'est transformé en chaîne lucrative en fait, qui n'a pas du tout de rôle de service public, contrairement à son ancêtre. Et le CSA n'a rien fait pour priver ce groupe privé des prérogatives qu'il avait sur cette chaîne. C'est François Léotard, à l'époque ministre de la Culture et de la Communication, qui va mener cette opération, mais attention, il y a des conditions, des contreparties à cette privatisation. François Léotard, il promeut ce qu'il appelle un mieux-disant culturel, c'est-à-dire l'idée que le repreneur du canal doit axer sa programmation sur la culture et s'engager dans ce domaine. En 1987, quand François Léotard présente cette condition des 10 ans, il en parle comme d'une épée de Damoclès mise au-dessus de la tête du repreneur pour qu'il respecte ses engagements. Le groupe Bouygues pourrait perdre la concession. En mars 96, c'est une question qui se pose vraiment. François Léotard avait parlé d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du repreneur, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait que cette épée s'abatte, vu le non-respect de nombreux engagements pris par TF1 privé. Et bien dans un silence assourdissant, la concession sera renouvelée automatiquement. On verra aussi par la suite que lors des élections, le CSA devrait intervenir un peu plus pour faire respecter le temps de parole, et actuellement, il fait quelques rappels à l'ordre à certains médias, mais les temps de parole ne sont pas du tout équitables entre les différents partis politiques, et le CSA n'a aucun pouvoir dessus. Plus beaucoup d'autres choses sur lesquelles le CSA intervient finalement très peu. Donc il est primordial de lui donner un réel pouvoir de dissuasion, ainsi qu'une indépendance, garante de la qualité de son action. Donc tout d'abord, je propose d'augmenter le nombre de membres du CSA, pour obtenir un nombre de 15 membres du CSA. Alors actuellement, je vais vous présenter rapidement comment fonctionne le CSA. Donc le CSA est dirigé par un collège composé de 7 membres, le président du CSA et 6 conseillers. Tous sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de 6 ans, non révocable et non renouvelable. Donc qui désigne ces membres? Il faut savoir donc que le président du CSA est nommé par le président de la République et que les 6 autres sont nommés par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc ces derniers désignent chacun 3 membres choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leur expertise. Donc il y a quand même quelques conditions. Donc à l'exception de son président, le collège est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Il faut avoir moins de 65 ans pour devenir membre. Et pour garantir leur indépendance, leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi ou toute autre activité professionnelle. Ils sont en outre soumis à un droit de réserve ainsi qu'à des obligations déontologiques visant à prévenir les conflits d'intérêts
et cela durant 1 an à compter de la fin de leur mission, comme le veut la loi sur la transparence de la vie publique. Donc voilà, il y a quand même quelques règles actuellement concernant les membres du CSA, mais c'est vrai que le fait qu'ils soient nommés directement par le président et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pose quand même un certain souci d'indépendance vis-à-vis de la vie politique, vu que ceux qui les nomment sont ceux qu'ils doivent surveiller, entre guillemets, et s'assurer que personne n'est privilégié lors des élections. Donc je pense qu'il est important de changer un peu la composition du CSA. Donc pourquoi pas garder comme actuellement 7 membres nommés comme aujourd'hui par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Mais je propose également de rajouter donc 3 membres élus par les parlementaires parmi les journalistes de médias télévisés, radiophoniques et papier. Et en plus, pour rajouter un peu de diversité et s'assurer que les citoyens ont un contrôle sur ce qui se passe, rajouter 8 citoyens tirés au sort pour créer un peu d'équilibre et que les décisions soient vraiment transparentes et qu'on ait un regard citoyen sur ce qui se passe au sein du CSA. Donc ensuite, le deuxième point serait de donner au CSA la responsabilité de faire respecter la charte de Munich, qui donc inclut 10 devoirs, dont le respect de la vérité, le devoir de réserve et de rectification, ou le fait de ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de propagandiste, et 5 droits, dont le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la charte de Munich, donc c'est une charte de déontologie qui a été adoptée en 1971 par la Fédération européenne des journalistes, et c'est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme. Donc le droit du libre accès à toutes les sources d'information. Donc on peut voir que ce droit il a été un peu mis à mal récemment avec les lois qui restreignent l'accès aux manifestations par les journalistes. Donc c'est l'article 24 qui pose problème puisqu'il empêchera ou au moins dissuadera les journalistes de filmer les policiers en exercice. Et d'ailleurs, avant même que cette loi soit votée, on en a eu la preuve pendant cette manif. Alors bref, comme on dit, ça a dégénéré et ça, quoi qu'on en pense, ce sont des infos qu'on doit être en mesure de pouvoir filmer. Donc des journalistes, et sans doute aussi des citoyens, étaient sur place, venus faire leur travail. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer. Démonstration en 3 étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Ici, le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Enfin, dernière étape, la neutralisation totale. Ici, c'est la photoreporter Anna Nelson qui est carrément interpellée. Le journaliste ne peut pas être contraint à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Donc là, c'est pour ceux qui croient que les journalistes peuvent être objectifs, clairement, non. Les journalistes ne doivent pas et ne sont pas objectifs. Ce qui compte, c'est qu'ils soient pluriels et que différents journalistes puissent s'exprimer régulièrement. Donc inclure dans la loi des sanctions claires pour manquement à cette charte et au respect du temps de parole. Et le CSA pouvant de sa propre initiative ou à la suite de signalements de personnes tiers, engager une procédure juridique contre le ou les journalistes ou le et les médias incriminés. Ensuite, le point suivant concerne à assurer le pluralisme des médias. Enfin, ça pose un réel problème de liberté d'expression dans un état de droit lorsque les médias finissent par diffuser tous la même information et les mêmes opinions. Donc la pensée unique a envahi la plupart des rédactions et des plateaux télévisés. Et il est temps d'assurer une liberté d'écriture et de prise de parole des journalistes, ainsi qu'une pluralité des détenteurs de médias et d'opinions. Donc c'est beau dit comme ça, mais donc comment faire ? Le premier point serait donc de reconnaître le pouvoir médiatique comme le 4e pouvoir, au même titre que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il faut vraiment prendre conscience aujourd'hui que les médias influent sur la vie politique, sur la vie démocratique du pays, et donc il faut mettre des garde-fous pour s'assurer que ce pouvoir est indépendant et qu'il fait son travail de manière juste et libre. Donc voilà. Une fois qu'on a fait cette chose-là, qu'on a reconnu que le pouvoir médiatique était un pouvoir important, il faut mettre en place donc différentes mesures. Tout d'abord, je propose de faire élire les présidents de France Télévisions et de Radio France par le Parlement. Donc il faut savoir qu'actuellement,
suite à une loi qui a été définie en 2009. Le président de France Télévisions et de Radio France, donc les groupes d'information publique, sont nommés par le président de la République, alors qu'avant cette nomination était faite par le CSA. Donc là encore une fois on a enlevé du pouvoir au CSA, donc je propose d'en redonner. Enfin d'en redonner, du coup là j'en donne au Parlement, mais donc voilà. Donc actuellement je vais vous lire les modalités de nomination du président de France Télévisions. Donc c'est à peu près les mêmes pour le président de Radio France. Donc l'article dispose que les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour 5 ans après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes, conformément à la loi organique donc du 5 mars 2009. Donc la procédure se fait comme suit. Donc le président de la République nommera les présidents de ces sociétés après avis conforme du CSA et mise en œuvre de la procédure de consultation des assemblées parlementaires prévue au 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, qui dispose qu'une loi organique détermine les emplois aux fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais globalement, donc actuellement, la nomination est faite par le président et vérifiée par le CSA et le Parlement. Donc la différence que je propose, moi, c'est que cette nomination soit directement faite par le Parlement, que ce soit les parlementaires qui choisissent qui dirige France Télévisions et Radio France. Sachant que, donc là j'y reviens pas, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur la démocratie, le Parlement que je propose ne serait pas exactement le même que celui qui est présent aujourd'hui, donc il y aurait de la proportionnelle, donc il y aurait plus de partis qui seraient représentés au sein du Parlement, donc plus de diversité d'opinions, et il y aurait également une part de citoyens tirés au sort, donc pareil, ça donne un peu plus de pouvoir aux citoyens pour nommer les dirigeants de France Télévisions et de Radio France, qui sont des médias très importants dans le pays, qui ont une vraie importance sur l'opinion publique. Ensuite, la mesure suivante que je propose serait de limiter à 1/3 la part de détention de capital d'un organe de presse ou tout autre média d'information d'envergure nationale par de riches particuliers ou toute autre entité oligarchique. Donc là pareil, je pense que la plupart le savent, mais je vais quand même rappeler rapidement à qui appartiennent les médias français. Donc il y a les médias publics que tout le monde connaît, France 2, France 3, voilà, qui sont détenus par France Télévisions et donc qui sont sous le contrôle de la République française. Mais actuellement, il faut savoir que la plupart des médias sont également détenus par des actionnaires privés et souvent des personnes ou des familles assez riches. Donc on voit que la famille Bouygues contrôle un gros pourcentage du groupe TF1, donc qui contrôle LCI, TF1, etc. La famille Dassault, quant à elle, est plus du côté de la presse papier, mais contrôle Le Figaro contrôle Le Figaro, Le Particulier et différents groupes de presse. Après, je vais le retrouver, on a Bernard Arnault qui doit être quelque part, il est de l'autre côté, je crois. Bernard Arnault, donc la plus grosse fortune de France, qui quant à lui contrôle la moitié de LVMH, qui contrôle globalement la plupart des groupes de presse, avec Le Parisien, Aujourd'hui en France, Les Échos. Donc voilà, qui contrôle ces groupes de presse-là. Ensuite, on a Patrick Drahi qui contrôle une part de BFM TV, de RMC, de Libération. Là, je fais que les plus riches. On a Arnaud Lagardère qui, lui, contrôle tout ce qui est Paris Match, Virgin Radio, Europe 1, donc lui, plus la radio. Vincent Bolloré qui contrôle Canal+, et CNews, et C8. Donc on voit que globalement, la plupart des chaînes d'information et de divertissement sont actuellement détenues par quelques grandes familles et riches actionnaires. Ensuite, le point suivant consiste à réduire et réformer l'attribution des aides publiques à la presse. Donc actuellement, chaque année, l'État donne des centaines de millions d'euros à la presse, il faut le savoir, afin qu'elle prenne en compte la quantité de journaux vendus et non imprimés comme actuellement. Ce qui compte, c'est vraiment les journaux qui sont vendus, parce qu'il suffit d'imprimer beaucoup de journaux et finalement on va finir par en vendre, les gens vont les voir partout, ils vont finir par les acheter, donc voilà, mais c'est surtout qu'on va avoir plus de subventions que nécessaire, parce que si on imprime 10 journaux pour un vendu, les subventions vont se baser sur les 10 journaux qui ont été imprimés.
et pour qu'elle prenne en compte également la diversité et la qualité journalistique, chose qui est normalement le cas aujourd'hui, mais qui est assez floue en termes de critères. Donc la qualité journalistique des contenus, ainsi que l'investigation nécessaire à la publication des informations publiées. Donc là, oui, effectivement, le problème c'est également que donc, la plupart des journaux actuellement ont une part d'articles qui sont rédigés au sein de leur rédaction et qui leur sont propres, mais il y a également une grosse part de simples reprises de l'AFP, sans beaucoup de valeur ajoutée, et je pense qu'il est important de différencier les journaux qui publient vraiment des enquêtes ou des investigations qui nécessitent des moyens, qui eux nécessitent réellement des aides publiques, de ceux qui se contentent de relayer régulièrement des dépêches AFP. Donc ces critères étant jugés par un organisme public indépendant à définir, et les aides publiques doivent permettre d'encourager le journalisme de qualité, mais ne doivent pas assurer la survie de journaux à l'audience décadente. Ensuite, donc, un point important là qui est très bien présenté par la chaîne du Canard Réfractaire, je vous renvoie vers leur vidéo qui l'explique très bien. C'est une collaboration avec la chaîne État Cryptique qui s'appelle Comment sauver les médias français, et qui revient sur un article du Monde diplomatique de 2014, vraiment très intéressant, qui propose de mutualiser les coûts de production au sein de la presse, donc papier là pour le coup, en créant un service public de la presse chargé de fournir à des médias d'information des outils communs. Donc l'idée c'est que actuellement imprimer les journaux, payer les serveurs qui permettent de maintenir les sites en place, détenir des services comptables, juridiques, administratifs, ça coûte extrêmement cher à chaque société. Et c'est pour ça que il y a peu de sociétés qui détiennent un peu le monopole de la presse nationale, parce qu'il faut des moyens. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, ces sociétés appartiennent à des groupes privés. Donc là, le but, ce serait vraiment de créer un service public payé en partie par nos impôts, qui permette à des médias indépendants de fleurir un peu, en bénéficiant de coûts réduits pour tout ce qui est impression et gestion du média en fait, d'information. Et dans ce but-là, donc, ce serait complètement revoir le système actuel. Donc, plutôt que dépenser des sommes folles à subventionner des médias qui sont en grosse difficulté, actuellement la plupart des médias sont pas rentables. Le but serait plutôt un peu à la manière de la sécurité sociale, c'est d'assurer un service public pour que tous les médias puissent survivre de manière équitable, et qu'ensuite ce soit la qualité de l'information et les ventes et les abonnements des lecteurs qui leur permettent de se démarquer. Mais comme je vous dis, c'est tout bien expliqué dans cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui l'expliquera bien mieux que ce que j'ai le temps de le faire là. Ensuite, le point suivant serait d'augmenter le budget de l'agence France Presse en transférant une partie des aides publiques à la presse à l'AFP. Donc là, il faut savoir, comme je le disais, que la plupart des articles qui sont publiés dans les journaux aujourd'hui sont souvent des reprises des dépêches AFP. Et donc plutôt que de donner l'argent à des médias qui se contentent de reprendre le boulot de cette agence, autant donner l'argent directement à cette agence, qui est actuellement un peu sous-financée, afin de déployer encore plus de journalistes à travers le monde et même à travers le pays pour avoir une info vraiment de qualité et que les infos puissent être vérifiées encore plus qu'elles le sont aujourd'hui. Il faut savoir quand même que l'agence France Presse fait un très bon boulot aujourd'hui, mais voilà, ce serait encore le but d'améliorer leur travail. Afin d'assurer une vision française et impartiale des événements planétaires, car c'est vrai qu'actuellement, vu qu'on dépend souvent de ce genre d'agence, donc il y a l'AFP pour la France, mais il y a également Reuters, désolé pour mon accent, ou d'autres agences comme ça internationales qui publient des informations. C'est important d'avoir son propre service de presse pour s'assurer de la validité des informations, et que si ces informations viennent de pays un peu moins démocratiques ou avec des ambitions idéologiques différentes de celles de la France, pouvoir avoir notre propre vision du monde et pas dépendre de leur vision à eux. Et pour l'impartialité également, ouais, effectivement. Ensuite, après avoir augmenté ce budget, je propose également de rendre obligatoire et public les sources de financement des médias ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros annuel. Donc ça, c'est simplement pour plus de transparence et qu'on sache, quand on lit Le Parisien ou Les Échos, à qui appartient ce média, et donc sachant à qui appartient ce média, connaître un peu la ligne politique du média qu'on est en train de lire. La plupart du temps on le sait, mais c'est vrai que la plupart des lecteurs lisent ça un peu de façon naïve et pensent lire de l'information neutre alors qu'elle n'est absolument pas neutre. Donc
en rendant obligatoire cette indication sur chaque journaux et sur chaque média qui publie de l'information. Je pense que ça permettrait d'un peu mieux informer les citoyens et de leur donner une plus-value sur ce qu'ils sont en train de lire, en fait. C'est important. C'est important. Ensuite, je propose de protéger l'indépendance des journalistes en luttant contre la précarité dans les métiers du journalisme. Donc actuellement, il faut savoir que beaucoup de journalistes sont en difficulté. Alors, déjà, il y a de moins en moins de journalistes qui sont recrutés. Il y a plutôt une diminution du nombre de cartes de presse attribuées chaque année. Et il faut savoir également que parmi les journalistes, très peu, une part ont des CDI et un poste fixe, mais il y a également beaucoup de pigistes. Ça représente quand même un quart des journalistes qui, eux, ne sont pas du tout assurés d'avoir un salaire qui tombe chaque mois. Ça dépend un peu de leurs articles, des manifestations qu'ils peuvent couvrir, des informations qu'ils peuvent couvrir, et donc il y a une grande précarité, notamment au sein des pigistes. Sur YouTube, quand je regarde une vidéo qui a reçu des subventions de l'État turc ou russe, j'en suis informé, il faudrait faire de même pour les intérêts privés. Exactement, voilà. Donc déjà, on précise pas qu'on regarde un média qui est détenu par la France quand on regarde France 2, mais c'est vrai que voilà, si on est capable de le faire pour des médias étrangers, on est parfaitement capable de le faire pour nos propres médias. Donc je pense que c'est une mesure très facile à mettre en place et très informative. Ensuite, donc là on arrive bientôt à la fin, c'est beaucoup plus court que ma dernière vidéo sur la démocratie, hein. Mais le dernier point serait d'assurer une impartialité en temps d'élection, avec une grosse faute d'orthographe, en temps d'élection. Donc interdire tout d'abord la publication de sondages sur les intentions de vote durant les 2 semaines précédant une élection. Je pense que vraiment pendant ces 2 dernières semaines, il faut laisser le temps à chaque électeur de se faire sa propre opinion sur les prises de parole des candidats, et ne vraiment pas les influencer en se disant ah purée, il y a tel candidat qui a une chance d'être élu, celui-là non, donc faut que je vote pour lui. Donc les 2 dernières semaines, ne plus autoriser aucun sondage dans les médias. Et pour le reste de l'année, limiter leur publication en autorisant une seule publication par mois et par média. Donc pas plus d'un sondage politique par mois dans les médias, enfin par média, afin de ne pas orienter l'opinion publique et laisser la population se forger elle-même une idée sur la capacité d'un candidat à être élu. Donc voilà, vraiment réduire le nombre de sondages politiques, en avoir de temps en temps pour un peu suivre l'avancée de l'opinion, ça peut être intéressant, mais vraiment surcharger la presse et les médias télé de sondages chaque semaine pour que les gens chaque semaine se disent bien ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a une chance d'être élu. Non, ça c'est totalement scandaleux. Ensuite, l'avant-dernier point consiste à rendre obligatoire et public les sources de financement d'un sondage lors de sa publication. Donc ça c'est pareil, c'est assez simple à faire. Actuellement on sait par qui a été fait le sondage et combien de personnes ont été sondées pour obtenir ces résultats. Souvent la question posée est déjà assez litigieuse et pas toujours indiquée. Et ce qui manque vraiment, c'est qui a commandité ce sondage, en fait. La plupart du temps, j'ai essayé de chercher sur des sondages. C'est vraiment dur de savoir qui demande ce sondage politique. Et ça, je pense que c'est assez important de savoir si c'est un groupe privé qui le demande, si c'est l'État, si c'est un lobby citoyen. Enfin, même les citoyens pourraient demander des sondages. Bon, il faut savoir que ça coûte extrêmement cher, mais des fois, ça pourrait être intéressant que des sondages soient commandités par des citoyens. Donc je pense que c'est intéressant de rendre des sources de financement accessibles à tous pour savoir qui s'intéresse à cette question. Car finalement, la plupart du temps, c'est pas les Français qui s'intéressent à une question, c'est souvent des acteurs privés avec des intérêts très, très, très précis qui veulent savoir où en est l'opinion et essayer d'influer dessus. Et enfin, le dernier point concernant les médias concerne donc le CSA. Donc donner au CSA la responsabilité de faire respecter les temps de parole accordés à chaque candidat lors des élections, sous peine de sanctions fortes pour les médias ne respectant pas ces contraintes. Donc là, je le disais, actuellement, les temps de parole, c'est absolument pas ça. J'ai des graphiques qui vont très bien l'exprimer, donc je vais pas trop m'attarder, je vais directement vous montrer les graphiques. Donc ça, c'était pour 2017, les 80 derniers jours précédant l'élection, donc on va voir ce que donnaient les temps de parole. Donc il faut savoir qu'il y a une période d'équité tout d'abord. Donc l'équité, normalement, ce serait peut-être de faire s'exprimer les petits candidats pour qu'enfin on les connaisse, et de laisser un peu moins de temps de parole aux gros candidats, mais actuellement c'est l'inverse. Les candidats qui sont extrêmement connus, on leur laisse encore plus de temps de parole pour qu'ils puissent bien affirmer leur opinion, et les petits candidats, on estime que ce serait pas équitable qu'ils aient du temps de parole, donc on leur en donne moins. Et il n'y a que les 2 dernières semaines où il y a une vraie période d'égalité entre les différents candidats. Et encore une vraie période d'égalité qui n'est pas respectée. Donc là on voit du 1er février au 21 avril les temps de parole par média.
Donc globalement sur les médias télé, c'est très bien respecté, je pense qu'ils sont vraiment bien surveillés, en tout cas pour les chaînes généralistes. Pour les chaînes d'information, malheureusement, le temps de parole est vraiment disproportionné. Donc là pour les couleurs, on a Marine Le Pen en marron, Benoît Hamon en rose, François Fillon en bleu, Emmanuel Macron en jaune et Jean-Luc Mélenchon en rouge. Donc les 5 candidats qui ont été le plus présents sur les médias sont finalement les 5 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats, comme par hasard. Il serait intéressant d'avoir des temps vraiment égaux pour savoir si c'est actuellement les médias qui donnent le temps de parole aux meilleurs candidats, entre guillemets, les candidats les plus plébiscités par la population, ou alors si c'est les médias qui influencent les résultats des élections. C'est toujours la poule et l'œuf, on sait jamais trop dans quel sens ça va, mais à mon avis c'est quand même les médias qui influencent beaucoup les élections. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir au fur et à mesure de la campagne les temps de parole qui sont attribués. Donc là on a par exemple Nathalie Arthaud, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié son prénom, mais je revérifie juste. Désolé, oui c'est Nathalie Arthaud. Donc son temps de parole tout au cours de la campagne. Donc on voit qu'en début de campagne, elle parlait peu, on l'entendait peu, et qu'il y a qu'à partir du... il y a eu un pic à partir en gros du 20 mars, où là elle a enfin pu s'exprimer à peu près correctement à partir d'un mois avant le début de l'élection, sachant que son temps de parole a rediminué avant de vraiment réexploser à une semaine de l'élection. Donc les gens n'ont pas le temps de se faire une opinion réellement sur son programme et sur ses idées parce qu'on l'entend pas. Et c'est le cas pour tous les petits candidats, on voit qu'ils s'expriment tout d'abord très peu, avant de finalement avoir du temps de parole réellement peu de temps avant l'élection. Au contraire, les gros candidats, les candidats soutenus par les médias, eux ont du temps de parole très tôt dans la campagne. Alors Mélenchon c'était assez particulier, son temps de parole a fini par diminuer énormément. Bon, c'est parce que le temps de parole est énorme. Mais on voit que Macron a eu du temps de parole globalement toute la campagne de manière équilibrée. Fillon, il y a eu ses affaires politiques qui ont, je pense, un peu diminué sa cote et qui ont fait que petit à petit on a arrêté de parler de lui. Le Pen, pareil, on en parle régulièrement, longtemps avant l'élection. Alors, juste on voit que ça augmente, ça diminue, mais à chaque fois, même quand ça diminue, c'est toujours largement au-dessus du temps de parole des petits candidats, quoi. Et c'est le mieux exprimé dans ce dernier graphique, où donc on voit le temps de parole de chaque candidat tout au long de l'élection, avec un temps de parole qui se resserre pour les dernières semaines, mais quand même on voit que la dernière semaine c'est quand même Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon qui disposaient vraiment du plus de temps de parole avec Jean-Luc Mélenchon, et les autres candidats qui sont assez proches, mais quand même derrière, le temps de parole n'est pas égal. Et on voit surtout que voilà, en début de campagne jusqu'à fin mars, on a vraiment 5 candidats qui se démarquent et les autres qui s'expriment pas, avec même Jean Lassalle qui commence à s'exprimer réellement. On voit sa courbe apparaître, comme Jacques Cheminade d'ailleurs, vraiment à partir du 6 mars. Donc voilà, tout ça c'est scandaleux. Et il faut vraiment lutter pour que les temps de parole soient égaux et qu'on puisse avoir des élections qui soient équitables, vraiment équitables pour le coup, avec pas des faux temps de parole équitables qui sont exactement l'inverse de l'équité en donnant plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Donc voilà, c'était la deuxième partie du programme sur les médias et le journalisme. La prochaine fois, donc normalement dans 2 semaines, je vous présenterai la partie suivante, donc que j'ai pas encore mis ici, mais qui s'intéressera à la question de l'Union européenne. Donc n'hésitez pas à revenir dans 2 semaines si vous êtes intéressé. Et donc là je les ai un peu présentés dans cette vidéo. Je rappelle qu'il y a la chaîne d'État Cryptique qui est vraiment bien, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il parle notamment des médias, il a fait une bonne vidéo sur TF1 pour expliquer pourquoi TF1 n'avait pas respecté ses engagements quand ça avait été privatisé. Une vidéo sur les aides à la presse également qui explique les défauts actuels des aides à la presse et comment on pourrait un peu les réformer. Et la chaîne du Canard Réfractaire qui fait de l'actualité en permanence et qui aborde vraiment énormément de sujets. Donc je vous conseille vraiment ces 2 chaînes si vous ne les connaissez pas. Bon voilà, je vous remercie et du coup je vais arrêter le live et je vous dis à bientôt.